6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Voilà, maintenant c'est Atomique Caton. Bonjour Marguerite. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Vous allez parler des centrales nucléaires. Avec une question, comment leur sûreté est-elle assurée ? C'est-à-dire comment la radioactivité est maîtrisée et confinée à l'intérieur des centrales sans risque pour l'environnement et l'humain alentour. Il ne s'agit pas de commenter la sécurisation des sites, les troupes privées d'EDF ou d'Orano, on dit que ce sont d'anciens fusiliers marins qui patrouillent à La Hague, mais bien de comprendre comment au quotidien la France peut faire le pari de l'énergie nucléaire en toute sécurité, du moins en maîtrisant au mieux les risques. Bonjour Emmanuelle Galichet. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheur en sciences et technologies nucléaires au Conservatoire national des arts et métiers. Entrons au cœur du réacteur où se trouve le combustible, des pastilles d'oxyde d'uranium et de plutonium dans une gaine bien étanche, un tube de métal. C'est vraiment là la source radioactive. Autour, comment s'organisent les barrières de protection ? C'est une très bonne question, effectivement. On a plusieurs barrières de protection, on en a 3 exactement, de manière à garder toujours la radioactivité au cœur du réacteur, justement. Donc vous avez la gaine, donc vous l'avez dit, un métal autour du combustible, donc ça fait des espèces de crayons, en fait, cylindriques, dans lesquels on va mettre le combustible. Ensuite, vous avez le circuit primaire en eau, qui permet justement de continuer à confiner cette radioactivité. Et enfin, vous avez cette enceinte de confinement qui est en béton, souvent en béton armé, avec des pots métalliques et qui fait à peu près en épaisseur autour de 1 mètre. Quelques mots sur la deuxième barrière, celle du générateur de vapeur, donc l'eau de refroidissement du combustible. L'eau primaire sort de la cuve, elle a environ 350 degrés, elle est radioactive. Elle va servir à chauffer une eau dite secondaire qui ne doit pas être contaminée, elle. En chauffant, l'eau secondaire va se transformer en vapeur, alimenter les turbines, produire l'électricité. La séparation des deux eaux, elle est donc cruciale. Et concrètement, elle est assurée par les tuyaux immergés dans l'eau secondaire, dans lesquels passe l'eau primaire. 2008, on a une fuite à Fessenheim. 2009, des fissures à Bugey. Octobre 2021, des dizaines de fissures sur des circuits de sécurité. Aujourd'hui, cette seconde barrière, elle est réellement consolidée ? Durablement ? Là, il y a quelques confusions. Déjà, normalement, l'eau du primaire n'est pas radioactive, d'accord, puisque justement, vous avez les gaines de combustible qui, elles aussi, permettent de confiner la radioactivité dans le combustible. Donc, vous pouvez avoir... Ça suffit pas. Souvent, il y a des métaux dans l'eau qui font quand même qu'il y a de la porosité. Alors justement, quand on arrive à détecter, justement, par exemple, des noyaux radioactifs dans l'eau du primaire, c'est que, justement, il y a un petit souci. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Taishan il y a quelques années. Donc normalement, cette eau, elle est peu radioactive. Donc ensuite, effectivement, vous avez dit, elle va aller entrer en contact avec d'autres métaux, d'autres tuyauteries, qui est la tuyauterie du secondaire dans le fameux générateur de vapeur. Ce générateur de vapeur, il est surveillé H24 en fait, de manière à effectivement faire attention que les aciers, donc les métaux qui permettent de ne pas passer la radioactivité s'il y en a d'un circuit à l'autre, sont en bonne qualité. Les fissures qu'on a détectées il y a 2 ans n'étaient pas sur le générateur de vapeur. Elles étaient sur un autre circuit qui est utilisé en cas d'accident pour refroidir le circuit primaire. Là, le générateur de vapeur, c'est vraiment... D'ailleurs, on le change. Ça fait partie tous les 10 ou 20 ans, ça dépend un petit peu. Mais il est changé et en ce moment, on fait des changements de générateur de vapeur. C'est une maintenance absolument très, très lourde et qui est faite de manière de routine, en fait, aujourd'hui par EDF. On comprend que l'eau est vraiment primordiale dans Absolument. le bon fonctionnement d'une centrale. Comment on anticipe le risque de manquer d'eau dans les fleuves parfois très asséchés l'été, Emmanuelle Galichet ? Alors ça, c'est pas une question nucléaire, hein. Vous le savez, c'est une problématique de refroidissement de ce fameux deuxième circuit qui fait tourner le turbo-alternateur. Donc là, la plupart du temps, ce qu'on va anticiper pour les prochains réacteurs, les fameux EPR2, c'est qu'on va essayer de les mettre le plus possible auprès des mers, parce que là, vous n'avez pas de problématique d'eau. Et puis ensuite, Gravelines, au bord de la Manche. Absolument. Mais Bugey, c'est plutôt sur Bugey, c'est pas tout à fait le cas, effectivement, mais on est sur le Rhône qui a un débit très fort. Donc on est à peu près tranquille sur cette problématique de réchauffement climatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur le parc aujourd'hui, c'est à peine 5 ou 6 réacteurs qui sont thermosensibles, ce qu'on appelle thermosensibles, donc sur des fleuves où il peut y avoir l'été des problèmes de débit ou de température trop haute.
Au dire des spécialistes, le vrai risque le plus difficile à contrôler, c'est du côté des personnels, plus que des installations elles-mêmes. Il y a la dissimulation d'incidents d'abord. Un cadre de la centrale du Tricastin l'avait dénoncé il y a quelques années. Plus insidieux aussi, la facilitation. Un exemple, mon acier doit contenir moins d'1,20% de carbone. Je vérifie, je trouve 1,25. Au lieu de lancer un rapport d'anomalie, une procédure de calcul des risques, j'écris 1,20. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, Emmanuel Galichet ? Alors, c'est une très belle remarque. Effectivement, c'est tout le cœur du problème. Je pense que la meilleure des solutions, c'est de responsabiliser de plus en plus les exploitants, et ça grâce à la formation. C'est-à-dire, plus ils seront formés à la culture de sûreté, plus ils comprendront le risque, le danger, plus ils feront les choses de manière responsable. Et ça, c'est le cœur du problème. L'être humain est comme il est. C'est pas que dans le nucléaire. On pense peut-être aussi, par exemple, à l'agroalimentaire. On a pas mal de petits scandales sur Boeing. À Boeing aussi, effectivement. Donc là, il y a vraiment une problématique de responsabilisation. Et moi, c'est ce que je dis vraiment dans mes cours. La responsabilité, un être humain est responsable de beaucoup de choses dans sa vie. Et si on décide de faire du nucléaire, eh bien, la responsabilité est fondamentale. Aujourd'hui, on a un parc vieillissant dont l'entretien est donc encore plus exigeant. Absolument. 6 nouveaux EPR à construire. On va aussi être confronté peut-être à l'arrivée d'une toute nouvelle génération de petits réacteurs modulaires, les SMR. Est-ce que nos autorités de contrôle vont savoir faire ? Et est-ce que la fusion actée avant-hier par l'Assemblée nationale de nos 2 organismes de surveillance, donc l'Agence de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, cette fusion ne va-t-elle pas perturber la prise en charge du risque à un moment crucial pour l'industrie nucléaire ? Alors, il faut que ce soit bien mené. Effectivement, vous avez raison. Si on fait ça dans la rapidité, etc., ça peut avoir des problématiques sur la sûreté. Je pense que tout le monde a pris vraiment l'enjeu à cœur. Et il y a 2 problématiques. Il y a le parc effectivement vieillissant. Il y a les EPR2 qui sont finalement qu'une évolution assez simplifiée finalement de notre parc. Donc, on n'a pas de choses nouvelles. Par contre, vous avez complètement raison. Sur les SMR et sur les AMR en particulier, qui sont des Advanced Modular Reactors, avec des concepts vraiment disruptifs, des combustibles différents, des manières de mener la réaction en chaîne complètement différentes. Là, il y a besoin de nouvelles lois, de nouvelles réglementations. Et là, vous avez besoin de gens extrêmement pointus au niveau compétences techniques et scientifiques. Et donc, aujourd'hui, on a une autorité de sûreté, l'ASN, qui est pas assez nombreuse, ça c'est clair. Il faut absolument des moyens pour renforcer cela, parce que toute l'organisation qui avait été mise il y a à peu près 20 ans était pour regarder le parc, pour surveiller le parc. Aujourd'hui, si on ouvre à un nouveau nucléaire, il faut absolument augmenter les moyens. Merci beaucoup Emmanuel Galichet, Merci à vous. chercheur en sciences et technologies nucléaires au Conservatoire national des arts et métiers. Merci.